Mon premier projet CYK. Logiciel prérequis. Dans cette vidéo, nous utilisons un Macintosh, mais vous pouvez bien entendu utiliser le système de votre choix, que ce soit macOS, Windows ou Linux. Pour saisir le texte des programmes, nous utilisons Visual Studio Code, mais n'importe quel éditeur de texte pourrait faire l'affaire. Choisissez tout de même un éditeur qui puisse interpréter le schéma de description XML du langage CYK au format XSD pour pouvoir bénéficier du contrôle de la syntaxe. Pour commencer, assurez-vous que vous avez installé les logiciels prérequis. Tout d'abord, il vous faut une version récente de Node.js, ultérieure à la version 18. Ensuite, pour faire fonctionner le serveur de base de données PostgreSQL et le serveur d'application Node.js, il vous faut soit Docker Compose, soit un cluster Kubernetes. Si vous ne connaissez pas déjà Kubernetes, alors il sera probablement plus simple pour vous d'utiliser directement Docker. Sous Mac Windows, Docker Desktop est recommandé. Sous Linux, vous pouvez utiliser directement Docker. Dans ce tutoriel, nous utilisons Docker Desktop sur macOS. Créer le projet Cinéma. Ouvrons une fenêtre de terminal. Avec la commande CD, positionnons-nous dans le dossier à l'intérieur duquel sera créé le dossier du projet. Nous choisissons un dossier contenant les projets servant de tutoriel. npx est une commande installée par Node.js. Elle installe si nécessaire l'outil create-cyk dans sa dernière version, ce qui est précisé par le suffixe @latest, puis l'exécute. Le premier paramètre demandé est le nom du projet. Ce sera aussi le nom du répertoire créé. Choisissons comme nom de projet Cinéma, car nous allons créer une base de données cinématographique. Nous avons ensuite le choix entre créer un nouveau serveur d'application ou nous connecter à un serveur d'application existant. Comme il s'agit de notre premier projet, nous n'avons pas de serveur existant et nous allons donc construire un serveur d'application à l'aide de Docker. Le côté serveur est réalisé par deux conteneurs, un conteneur de base de données PostgreSQL et un conteneur Node.js. Pour configurer le serveur de base de données PostgreSQL, il nous faut choisir le port dont la valeur par défaut 5432 ainsi qu'un identifiant et un mot de passe pour l'administrateur de la base de données. Pour configurer le serveur Node.js, il nous faut choisir un port dont la valeur par défaut est 3000 ainsi qu'un identifiant, un mot de passe et une adresse email pour l'administrateur du serveur d'application. Une fois ces paramètres entrés, le programme crée le dossier du projet, initialise un projet Node.js et installe dans le dossier l'outil en ligne de commande CYK. Le téléchargement des packages Node.js a une durée dépendante de la vitesse de la connexion Internet. Une fois terminé le téléchargement, un message vous invite à aller dans le dossier nouvellement configuré et à lancer les serveurs d'application et de base de données. Avant cela, assurez-vous que Docker Desktop est déjà activé, par exemple en affichant le tableau de bord. Nous voyons qu'aucun conteneur n'a été encore créé. Allons maintenant dans le dossier du projet et tapons la commande qui permet de démarrer le côté serveur. Nous devons faire précéder le nom de la commande CYK par la commande npx, car le package de l'outil en ligne de commande CYK a été installé localement dans le dossier et non pas globalement dans le système. La sous-commande start de l'outil en ligne de commande CYK active pour nous la commande Docker Compose Up
qui crée les deux conteneurs du côté serveur. Nous pouvons les voir dans le tableau de bord de Docker Desktop. Pour tester le bon fonctionnement du côté serveur, utilisons la sous-commande Open de l'outil en ligne de commande CYK qui prend en paramètre un chemin d'accès. La barre de fraction signifie que nous voulons afficher la racine du serveur web dans le navigateur du système. Une page avec le message You did it est la page d'accueil par défaut et signifie que votre premier serveur CYK est correctement configuré. Félicitations! Structure du dossier projet. Ouvrons Visual Studio Code sur notre dossier projet. Examinons les sous-dossiers et fichiers créés par la commande de création de projet. Le sous-dossier Asset est destiné à recevoir les fichiers statiques à téléverser vers le serveur web. Entre parenthèses, téléverser est la traduction du mot anglais upload. La structure du dossier Asset est à l'image de l'arborescence du serveur web. Le fichier index.html, qui se trouve à la racine du dossier Asset, est donc destiné à être téléversé vers la racine du serveur web. Il contient une directive de redirection du navigateur vers le chemin commençant par CYK. À l'emplacement CYK du serveur web se trouve l'application cliente CYK. Le chemin après le dièse est interprété par l'application CYK. /run/cinéma demande l'exécution du module appelé cinéma que nous allons examiner bientôt. Le sous-dossier module contient les fichiers programmes en langage CYK. Il contient le fichier cinéma.xml qui est le point d'entrée de l'application comme nous venons de le voir dans le fichier index.html. Lorsqu'un module est exécuté par l'application CYK par le chemin run, la fonction commande est exécutée après le chargement du module. La fonction commande exécute une instruction setpath, remplace le chemin du navigateur. Il valait /run/cinéma et il est modifié pour /admin/ qui permet de gérer le contenu des tables de la base de données. Le sous-dossier module contient aussi un fichier cinema_init.xml pour les définitions des tables de base de données. Enfin, les fichiers suffixés par les codes de langue FR pour le français et ZH pour le chinois sont des fichiers de localisation des messages de l'application. Le fichier .env contient les paramètres d'accès au côté serveur. Un fichier .gitignore vous est fourni, mais il vous revient de démarrer un dépôt Git par une commande git init, le cas échéant. Le fichier docker-compose.yml contient la définition des conteneurs pour Docker Compose. Examinons maintenant le fichier de projet package.json et les scripts inclus et utiles au développement. Les scripts start et stop permettent de démarrer et d'arrêter les conteneurs Docker. Le script asset2.upload téléverse le contenu du sous-dossier asset. Le script module2.upload téléverse le contenu du sous-dossier module. Le script dev surveille le sous-dossier module et téléverse toute modification apportée à un fichier module. En plus de cela,
Si le module de définition des tables de la base de données est modifié, celui-ci est exécuté. Dans notre cas, il s'agit du fichier cinema_init.xml. Enfin, le script open ouvre un navigateur à la racine du serveur web avec la sous-commande open que nous avons déjà mise en œuvre pour tester le bon fonctionnement du côté serveur. La table des acteurs. Nous allons créer une table des acteurs en le déclarant dans le fichier cinema_init.xml. Activons le script dev afin de téléverser et d'exécuter automatiquement le fichier module à chaque enregistrement du fichier local. Un fichier module est une suite d'instructions encadrées par une paire de balises modules. À tout endroit du texte, le raccourci clavier CTRL plus espace affiche une liste des possibilités. Les instructions dont le nom commence par DB et un point sont exécutées sur le serveur d'application. La balise db.table définit une table dans la base de données. Donnons le nom acteur à la table des acteurs. Un acteur sera simplement identifié par son nom. Il sera stocké en mémoire dans une variable de type string. Donnons-lui comme nom actor_name. L'attribut primary indique que ce champ est la clé primaire de la table. Enregistrons le fichier module et vérifions dans la fenêtre de terminal que le téléversement et l'exécution du module se passent sans anicroche. Ouvrons une fenêtre de navigateur sur le serveur web en utilisant le script open fourni dans le fichier package.json. Dans la page de connexion qui vous est présentée, entrez identifiant et mot de passe pour l'administrateur que vous avez choisi lors de la création du projet. Voyons l'interface utilisateur de l'application web qui vous est fournie par défaut. Le menu latéral indique que l'utilisateur CYK est connecté et un bouton permet de se déconnecter. L'option mode sombre permet de basculer entre l'affichage en mode sombre et l'affichage en mode clair. Enfin, nous avons l'option liste des tables qui est proposée à tout utilisateur ayant des droits d'administrateur. Cliquons en dehors du menu latéral pour le refermer. La liste des tables affiche une ligne pour la table des acteurs que nous venons de créer. Cliquons sur cette ligne. La barre d'outils affiche le nom de la table qui est gérée. Notre dernier clic a généré à la volée un module en langage CYK permettant de lister, d'insérer, de modifier et de supprimer des lignes dans la table des acteurs. Le bouton Code affiche le code source de ce module qui compte environ 150 lignes de texte. Par la suite, nous pourrons copier ce code source qui servira de point de départ pour des interfaces utilisateurs plus personnalisées. Pour le moment, revenons à la table des acteurs en cliquant sur la touche de retour du navigateur. Le bouton « Ajouter » permet d'ajouter un enregistrement à la table. Le bouton « Rafraîchir » permet de relire le contenu de la table en base de données et d'actualiser la liste. Cliquons pour ajouter un acteur. On remarque que l'étiquette associée au champ est simplement le nom du champ dans la table, ce qui n'est pas très convivial. Remédions à cela en complétant le fichier de langue française. Dans Visual Studio Code, cliquons sur le fichier cinema_fr.xml. On se met à la fin du fichier. Ajoutons une clé actor_name avec la valeur non acteur.
enregistrons le fichier. Le script dev téléverse automatiquement le module modifié vers le serveur. Revenons au navigateur. Cliquons sur le bouton d'actualisation de la page du navigateur pour qu'il charge la version modifiée du module de langue. L'entête de colonne de la liste utilise maintenant le libellé en bon français que nous avons saisi. Cliquons à nouveau sur le bouton « Ajouter ». Et voilà, le formulaire est devenu plus convivial avec une étiquette plus lisible. Saisissons le nom de l'acteur. Cliquons sur le bouton « Sauvegarder ». La liste est actualisée avec une ligne pour l'acteur que nous venons de saisir. Les champs d'images. Le client CYK vous permet de gérer aisément des fichiers d'images dans la base de données. Nous allons le voir en ajoutant une photo de l'acteur dans la table des acteurs. Revenons à Visual Studio Code et modifions le fichier cinema_init.xml. Nous allons ajouter deux champs à la table des acteurs. Un champ qui contiendra l'image proprement dite et un champ de métadonnées pour gérer l'image. Le champ contenant l'image doit être stocké dans une donnée de type string. Nous allons lui donner le nom actor_image. Par l'attribut dbType, nous précisons le type de stockage dans la base de données. Choisissons Byte Array dans la liste car il s'agit du type utilisé par la base de données PostgreSQL pour stocker des données binaires comme les images. Créons un deuxième champ pour les métadonnées de l'image. Le champ doit être stocké dans une donnée de type Object. Le nom doit être par convention actor_image_meta. L'attribut dbType précisant le type de stockage en base de données doit être JSON-B qui signifie JSON Binary et est destiné dans PostgreSQL à stocker les objets JSON. Ajoutons un attribut component et donnons-lui la valeur QIMG. L'attribut component spécifie le composant visuel qui doit être utilisé pour afficher et modifier le champ. QIMG est une abréviation pour Quasar Image, un composant de la bibliothèque Quasar destiné à l'affichage et la gestion des images. Sauvegardons le fichier cinema_init.xml et le script dev le téléverse dans le serveur et l'exécute dans la foulée. Allons dans le module de langue cinema_fr.xml. Ajoutons une clé actor_image_meta avec la valeur image acteur. Sauvegardons le fichier cinema_fr.xml et le script dev le téléverse dans le serveur. Allons vers la fenêtre du navigateur. Cliquons le bouton d'actualisation de la page du navigateur. La liste comporte une colonne supplémentaire Image acteur. Cliquons sur la ligne de l'acteur pour faire apparaître la fenêtre d'édition de l'acteur. Sous l'étiquette Image acteur, cliquons sur le bouton Choisir un fichier. Une fenêtre de navigation s'ouvre permettant de choisir un fichier image dans la mémoire secondaire de l'ordinateur. Sur un smartphone, nous aurions la possibilité à ce niveau de prendre une photo avec la caméra. Une fois qu'un fichier image a été choisi, un outil de retouche d'image apparaît. En bas de l'image, nous avons des boutons de rotation d'un quart de tour dans un sens ou dans l'autre. Nous pouvons zoomer ou dézoomer l'image. Le rectangle de sélection peut être déplacé. L'image elle-même peut être déplacée. Des poignées permettent de redimensionner le rectangle de sélection. Une fois satisfait, cliquons sur le bouton Enregistrer qui se trouve en bas de l'image. La fenêtre de retouche d'image se referme et nous revenons à la fenêtre d'édition d'acteur, mais avec la photo incluse. Cliquons sur le bouton Enregistrer. La liste est actualisée avec la photo de l'acteur. Cliquons sur le bouton Ajouter pour ajouter un nouvel acteur. Entrons le nom de l'acteur.
Remarquons que nous n'avons pas la possibilité de choisir une image pour l'acteur avant de l'avoir enregistrée. L'ajout des images se fait toujours dans un deuxième temps, après la création de la ligne dans la table. La table des films. Dans le fichier cinema_init.xml, ajoutons la définition d'une table des films similaire à la table des acteurs. Choisissons film comme nom pour la table. Le film sera identifié par son titre stocké dans une donnée string avec pour nom film_title et avec l'attribut primary. Ajoutons une donnée numérique number que nous appelons film_year pour stocker l'année du film. Ajoutons une donnée string pour une image du film que nous appelons film_image. Le type en base de données doit être byte array. Ajoutons la donnée object pour les métadonnées de l'image et qui doit être appelée film_image_meta et être du type JSON-B. Sauvegardons le fichier cinema_init.xml. Allons dans le fichier de la langue française pour associer des libellés au champ que nous venons de déclarer. La clé film_title aura pour valeur titre du film. La clé film_year aura pour valeur année film. La clé film_image_meta aura pour valeur image film. Enregistrons le fichier. Passons maintenant au navigateur et rafraîchissons la page. Allons dans le menu latéral et revenons à la liste des tables. La table des films apparaît bien dans la liste des tables. Ouvrons la table et ajoutons un film. On entre le titre du film, l'année de sortie et on appuie sur le bouton Enregistrer. Modifions la ligne pour ajouter une photo au film. Tutoriel CYK, épisode 4. Relation film-acteur. Nous allons créer une table reliant les films et les acteurs. Vérifions que nous avons bien lancé tous les scripts nécessaires. Le script Start qui démarre les conteneurs du côté serveur, le script Dev qui surveille la modification des fichiers modules. Le script Open ouvre le navigateur sur la racine du site web que nous avons paramétré pour qu'il ouvre la liste des tables. Cliquons pour ouvrir la table des acteurs. Nous avons ajouté quelques acteurs ainsi que leurs photos à la table des acteurs. Revenons à Visual Studio Code et cliquons à nouveau sur le script Open pour ouvrir un nouvel onglet du navigateur sur notre site web. Cliquons pour ouvrir la table des films. Nous avons ajouté quelques films ainsi que leur affiche à la table des films. Revenons à Visual Studio Code et ouvrons le fichier cinema_init.xml. Ajoutons une balise db.table. Le nom de la table sera film_actor. Ajoutons un champ string pour le titre du film et appelons-le film_title. L'attribut primary indique que ce champ fait partie de la clé primaire. Ajoutons un autre champ string pour le nom de l'acteur et appelons-le actor_name. L'attribut primary indique que ce champ fait aussi partie de la clé primaire. Ajoutons un champ string pour le nom du personnage dans le film et appelons-le film_actor_character. Nous allons stocker dans la table une image de l'acteur dans le film. Ajoutons un champ string
pour l'image proprement dite et appelons-le film_actor_image. Le champ de métadonnées associé doit être de type object, porter le nom film_actor_image_meta et le type en base de données doit être JSON-B. Faisons maintenant une déclaration de clé étrangère pour indiquer que le nom du film doit exister dans la table film. Nous utilisons pour cela la balise foreign key. L'attribut parent a pour valeur le nom de la table parente, soit film dans ce cas. Nous devons ensuite saisir un élément enfant de la balise foreign key. Ce doit être une balise string avec comme attribut name le nom de la clé primaire de la table film. Dans ce cas, film_title. Le contenu de la balise string doit être le nom du champ dans la table film_actor. Dans ce cas, c'est à nouveau film_title. Faisons de même pour déclarer la clé étrangère actor_name. Entrons la balise foreign key avec l'attribut parent valant actor. On entre la balise string avec l'attribut name valant actor_name qui est le nom de la clé primaire de la table actor. Dans ce cas, actor_name. Le contenu de la balise string est le nom du champ dans la table film_actor. Dans ce cas, c'est aussi actor_name. On enregistre le fichier cinema_init.xml. Le script dev envoie le fichier modifié vers le serveur et exécute le module cinema_init.xml. Allons dans le fichier cinema_fr.xml pour entrer des libellés. Pour la clé film_actor_character, entrons la valeur personnage film. Pour la clé film_actor_image_meta, entrons la valeur image personnage film. Utilisons le script open de package.json pour ouvrir un troisième onglet dans le navigateur. La table film_actor apparaît maintenant dans la liste des tables. Cliquons pour l'ouvrir. Cliquons sur le bouton pour ajouter une nouvelle ligne. Le champ de saisie, titre du film, est sous forme de liste déroulante car il s'agit d'une clé étrangère sur la table film. Il en est de même pour le champ de saisie nom acteur qui est une clé étrangère sur la table des acteurs. Entrons le nom du personnage. Sauvegardons l'enregistrement. La liste a été mise à jour. Cliquons pour modifier la ligne. Nous pouvons maintenant entrer une image pour le personnage dans le film. Cliquons sur le bouton et choisissons un fichier image dans l'ordinateur. Après avoir recadré l'image, validons-la, puis cliquons sur le bouton Sauvegarder pour valider la modification de la ligne. La liste a été actualisée avec l'image que nous venons d'insérer. Ouvrons l'onglet affichant la table des acteurs. Nous allons ajouter un acteur qui fait partie de la distribution du même film. Cliquons sur le bouton pour ajouter un acteur. Entrons son nom. Cliquons sur Sauvegarder pour insérer la ligne dans la table. Cliquons sur la ligne pour l'éditer et ajouter le portrait de l'artiste. Sélectionnons le fichier image sur notre ordinateur. Utilisons les outils de retouche d'image. Validons l'image retouchée. Sauvegardons les modifications apportées à la fiche d'acteur. Repartons maintenant sur l'onglet affichant la table Film Actor. Cliquons sur le bouton Ajouter. Choisissons le film dans la liste déroulante. Cliquons pour dérouler la liste des acteurs. L'acteur que nous venons d'ajouter figure maintenant dans la liste déroulante. La liste a été actualisée sans que nous ayons besoin de cliquer sur le bouton d'actualisation de la page du navigateur. En effet, l'application client CYK a été notifiée par le serveur
d'une modification de la table des acteurs et la liste déroulante a été mise à jour en conséquence. Entrons le nom du personnage dans le film. Sauvegardons l'enregistrement. La liste a été mise à jour. Changeons l'ordre des colonnes de façon que la première colonne soit le portrait du personnage et la seconde colonne soit le nom du personnage. Nous pouvons obtenir ce résultat en changeant simplement l'ordre des champs dans la définition de la table. Affichons Visual Studio Code. Ouvrons le fichier module cinema_init.xml. Coupons la ligne du champ film_actor_image_meta. Positionnons le curseur au début de la liste des champs. Collons la ligne que nous venons de couper. Procédons de même pour le champ film_actor_character. Coupons la ligne du champ film_actor_character. Positionnons-nous après la ligne film_actor_image_meta. Collons la ligne que nous venons de couper. Sauvegardons le fichier module. Revenons à l'onglet affichant la table Film Actor. Cette fois-ci, il nous faut appuyer sur le bouton d'actualisation de la page. L'ordre des colonnes de la table a été changé selon nos souhaits. Module Actor à partir du code généré. Nous allons créer notre premier module en copiant-collant le code généré par le client CYK, puis nous y apporterons nos modifications. Vérifions que le script dev est bien démarré afin de transférer automatiquement nos fichiers sources du dossier local vers le serveur CYK. Avec le script Open, lançons notre application que nous avons paramétrée pour afficher la liste des tables. Cliquons sur la ligne Acteur. Cliquons sur le bouton Code, ce qui affiche le code CYK généré. Sélectionnons tout le texte et copions-le dans le presse-papier. Revenons dans Visual Studio Code. Dans le dossier module, créons un nouveau fichier source et appelons-le actor.xml. Collons-y le contenu du presse-papier. Mettons en forme le document et enregistrons-le. Testons le module que nous venons de créer. Dans la fenêtre de terminal, tapons la commande CYK Open Actor. Nous vérifions que le module Actor que nous venons de créer s'exécute bien. Module film et film_actor à partir du code généré. Faisons la même manipulation pour créer les modules film et film_actor à partir du code généré par le client CYK. Personnalisation du menu latéral. Nous allons modifier à nouveau le module cinéma qui est le module principal de l'application. Nous lui ajoutons une fonction _init_ qui est exécutée au chargement du module. Cette fonction comportera une seule instruction set menu dont l'effet est d'ajouter des commandes au menu latéral. L'instruction set menu prend un argument de type menu_object qui contient les commandes du menu. La balise commande comporte les attributs suivants. L'attribut label est l'étiquette de la commande de menu. L'attribut icône est le nom de l'icône à choisir
parmi les Google Material Icons. L'attribut PathName indique la nouvelle valeur à donner à la partie chemin de fichier de l'adresse web en cours du navigateur. Testons l'application pour vérifier que les deux commandes ont bien été ajoutées au menu. Allons dans le fichier cinema_.fr pour ajouter la traduction en français pour les étiquettes de menu. La traduction de actors est acteur, tandis que film se dit aussi film en français. Testons à nouveau l'application pour vérifier que les étiquettes de menu en français sont bien prises en compte. Puis, nous modifions la fonction _command_. La fonction commande prend un argument de type string ayant pour nom commande. La valeur de cet argument est le troisième élément du chemin de fichier. Par exemple, lorsque le chemin du fichier est /run/cinema/acteur, l'argument commande a pour valeur acteur. Insérons une instruction if pour spécifier une action selon la valeur de commande. Nous insérons une balise condition pour tester que commande est égale à acteur et une balise condition pour tester que commande est égale à film. Pour les autres cas, une clause else contient une instruction setPath qui modifie le chemin de fichier à /run/cinema/acteur. Voyons les instructions que lorsque commande a la valeur acteur. La balise module_object définit un objet de type module ayant pour nom de variable m-acteur et est chargé à partir de la base de données avec le fichier module acteur. Puis l'instruction call appelle la méthode manage-acteur de cet objet m-acteur. Nous faisons de même lorsque la commande vaut film en appelant la méthode manage-film du module film. On enregistre cinema.xml et on teste l'application. Protéger l'accès au module cinéma. Faisons nos premiers pas avec l'outil en ligne de commande CYK pour protéger l'accès au module cinéma. Ouvrons une fenêtre de terminal. Pour que l'affichage soit plus clair, je vais souvent faire précéder mes commandes CYK d'une commande clear qui efface le contenu du terminal. L'option "-h" ou help affiche la syntaxe de la commande. Remarquez que la plupart des commandes peuvent être abrégées à leur première lettre. C'est le cas de la commande module qui peut s'écrire simplement avec la lettre M. En utilisant l'aide, voyons les options de la commande module. Utilisons la sous-commande list pour lister les modules. La colonne AUTH pour authenticate est vide, ce qui signifie qu'aucun module n'est protégé. Pour modifier les propriétés d'un module, nous allons utiliser la sous-commande upload de la commande module. Voyons d'abord sa syntaxe avec l'option help. L'aide indique que l'identifiant du module est une option obligatoire pour pouvoir modifier ses attributs. Affichons à nouveau la liste des modules pour voir l'identifiant du module cinéma. L'identifiant est 2. Tapons la commande update. Choisissons comme mode d'authentification token. Tapons la commande update. Choisissons comme mode d'authentification token. Affichons à nouveau la liste des modules. La valeur token s'inscrit maintenant dans la colonne AUTH pour le module cinéma. Ajouter un utilisateur. L'aide de la commande CYK indique que la commande pour gérer les utilisateurs est user. Affichons l'aide de la commande user. La commande list affiche la liste des utilisateurs. Nous n'avons qu'un seul utilisateur qui est CYK, l'utilisateur avec les droits d'administration. La commande add permet d'ajouter un nouvel utilisateur.
Affichons le texte d'aide de la commande add. Indiquons dans la commande le nom et le mot de passe du nouvel utilisateur. Affichons à nouveau la liste des utilisateurs. Le nouvel utilisateur apparaît dans la liste sans droit d'administration. Utilisons la commande Open pour tester l'application. On se connecte avec le nouvel utilisateur. Remarquez que dans le menu latéral, nous n'avons plus la commande de liste des tables, car l'utilisateur n'a pas les droits d'administration. Explication du module Actor. La fonction principale est Manage Actor. La valise Form décrit dans une variable ayant pour nom Form-Select un formulaire destiné à s'afficher dans la fenêtre principale de l'application. Le formulaire ne comporte qu'un seul composant de type TableView. TableView est un composant affichant des données de la base de données sous forme tabulaire. L'attribut modèle est un objet de type table-modèle spécifiant la source des données et les options de présentation. L'attribut template peut prendre la valeur expand qui permet d'afficher des images ou la valeur dialogue qui est plus performant. Nous avons ensuite une instruction showForm qui affiche un formulaire dans la fenêtre principale de l'application. Le paramètre toolbar permet de personnaliser la barre d'outils bleue en haut de la fenêtre d'application. Dans le paramètre Form, nous indiquons la variable Form-Select définie précédemment. Par défaut, la barre d'outils affiche l'attribut Title de l'objet Form. L'objet table_modèle_actor. Regardons maintenant la variable table_modèle_actor, spécifiant la source de données et les options de présentation de notre tableau. En premier, nous avons une variable de type menu_object ayant pour nom Table Commands. Il s'agit des deux boutons qui s'affichent en haut du tableau, mais aussi en bas lorsque le nombre de lignes est supérieur à 10. Pour chaque bouton de commande, le libellé du bouton est indiqué par l'attribut label, qui est ensuite traduit par le fichier cinema_infer.xml. L'attribut icône est à choisir parmi les Material Symbols and Icons de Google. L'attribut action est le nom d'une fonction définie précédemment ou la valeur spéciale _reload qui recharge le tableau à partir de la base de données. L'attribut name donne un nom à la commande, mais n'est pas utilisé ici. Le nom de la commande est utile lorsque nous voulons suivre dans le programme le choix de l'utilisateur avec l'option Selected the table_model. La commande ajoutée a pour action la fonction add_actor qui est définie plus haut. Nous avons ensuite une option de type fonction qui a pour nom query. La valeur est la variable query_actor qui doit être définie précédemment. Dans le langage CYK, à l'instar du langage JavaScript, les fonctions sont des objets qui peuvent être passés en paramètres d'autres fonctions. Enfin, nous avons une variable de type menu_object ayant pour nom commands. Ces commandes de menu vont s'appliquer à une ligne particulière du tableau. Avec le template expand, un signe plus ou moins s'affiche au début de chaque ligne qui permet d'afficher ou de cacher les boutons du menu Commands. De plus, lorsque vous cliquez sur le texte d'une ligne, c'est le premier bouton de Commands qui est activé. Dans ce cas, il s'agit du bouton Modifier. Le bouton de commande Modifier a pour action la fonction Edit_actor. Regardons sa définition un peu plus haut. La fonction Edit_actor. La fonction Edit_actor retourne un booléen appelé reload qui doit indiquer si la fonction a effectué une modification de la base de données nécessitant un rechargement du tableau.
La fonction prend un paramètre de type Object ayant pour un nom Actor, qui est la ligne de tableau pour laquelle le bouton de commande a été actionné. La première instruction est la définition d'un objet ayant pour nom temp et initialisé en effectuant une copie de l'objet Actor passé en paramètre. En effet, la saisie se fera sur cet objet temporaire, ce qui permettra à l'utilisateur d'annuler sa saisie. La deuxième instruction définit un objet de type dialogue ayant pour nom actor_dialogue. Un objet de type dialogue définit un formulaire destiné à s'afficher dans une fenêtre dialogue. Le premier composant de type input permet de saisir une donnée textuelle. L'attribut label est l'étiquette du champ et vaut actor_name. Actor_name est traduit par nom acteur dans le fichier cinéma _fr.xml. L'attribut modèle est le nom de la donnée à afficher à saisir dans le composant. Ici, la propriété actor_name de l'objet temporaire temp. Ensuite, nous avons un composant de type QIMG avec l'étiquette actor_image_meta. Le libellé actor_image_meta est traduit dans le fichier cinéma _fr par image acteur. Le composant de type QIMG possède les propriétés table_name et field_name pour indiquer le nom de la table et le nom du champ dans la base de données. La propriété key donne la valeur de la clé primaire. Ces trois propriétés doivent être fournies pour que le composant puisse téléverser un fichier d'image local vers la base de données. Puis nous avons les trois boutons de fermeture, de sauvegarde et de suppression de l'enregistrement dans la table. Le bouton de fermeture a un attribut indiquant qu'il ne doit apparaître que si l'enregistrement a été modifié par l'utilisateur. Un bouton possède une propriété de type fonction avec le nom onClick pour spécifier le code à exécuter lorsqu'on actionne le bouton. Après avoir défini le formulaire de dialogue, l'instruction ShowDialog affiche effectivement la boîte de dialogue à l'écran. L'instruction CloseDialog permettra de refermer la dernière boîte de dialogue ouverte. Si les données du formulaire n'ont pas été modifiées par l'utilisateur, cliquer en dehors de la boîte de dialogue permet aussi de la refermer. Liste de films d'un acteur. Dans la fenêtre d'édition d'un acteur, nous allons ajouter la liste de ses films. Pour cela, nous allons copier du code provenant du module film_actor.xml. Copions dans le presse-papier le composant TableView de film_actor. Déplaçons-nous dans le module actor. Dans la fonction edit_actor, dans la définition du formulaire de dialogue actor_dialogue, à la fin du formulaire, après les boutons, collons le contenu du presse-papier. Ajoutons un attribut title au composant TableView et tapons le libellé film. Le composant que nous venons de coller fait référence à la variable table_model_film_actor. Nous allons aussi copier les variables référencées. Revenons au module film_actor. Sélectionnons les définitions de fonctions et la déclaration de table_model_film_actor. Copions la sélection dans le presse-papier. Revenons au module acteur. Déplaçons le curseur au début du bloc d'instruction. Collons le contenu du presse-papier. Mettons en forme le document. Revoyons ce que nous avons modifié dans le code. Maintenant, enregistrons le fichier module. Testons la fonction edit_actor. Le composant TableView apparaît bien au bas du formulaire avec un titre Film. Pour le moment, il affiche tout le contenu de la table film_actor. Nous allons ajouter la condition pour n'afficher que les films de l'acteur. Filtrer les films de l'acteur. Allons dans le module acteur. Dans la fonction edit_actor, c'est la fonction query_film_actor qui fournit les lignes à afficher dans le composant film. Dans la requête SQL, nous allons ajouter une clause where pour tester le champ actor_name de la table film_actor.
Le nom de l'acteur sera un paramètre de la requête qui sera interpolé au moment de l'exécution de la requête. Les expressions à interpoler sont à placer entre des doubles accolades. Les variables que nous pouvons référencer dans nos expressions d'interpolation doivent être déclarées dans l'objet param. Déclarons un paramètre de type string ayant pour nom actor_name. Nous pouvons maintenant référencer ce paramètre actor_name dans notre expression d'interpolation. Nous devons maintenant donner une valeur à ce paramètre actor_name dans l'instruction run_query qui appelle la requête. La valeur du paramètre sera la propriété actor_name de l'objet actor passé en paramètre de la fonction edit_actor. Enregistrons le module. Rechargeons la page web. Testons la fonction edit_actor. Maintenant, le composant film n'affiche bien que les films de l'acteur. Cliquons sur Ajouter pour ajouter un film. On nous demande de saisir le nom du personnage dans le film. Il y a une liste déroulante pour saisir le titre du film. Mais on nous demande de saisir le nom de l'acteur. Nous allons faire en sorte que le nom de l'acteur soit pré-rempli. Pré-remplir actor_name pour un nouveau film _actor. Allons dans le module acteur, dans la fonction edit_actor. Lorsque nous cliquons sur Ajouter du composant film, c'est la fonction add_film_actor qui est exécutée. La première instruction définit un objet ayant pour nom new. Cet objet est initialisé en appelant la fonction new dbrrow qui prend en argument le nom d'une table de la base de données, ici la table film_actor. Puis la fonction edit_film_actor est appelée avec pour argument l'objet new. Nous allons insérer une instruction pour donner une valeur à la propriété actor_name de l'objet new. Nous faisons référence à l'objet actor passé en paramètre de la fonction edit_actor et à sa propriété actor_name. Sauvegardons le module. Rechargeons la page de l'application. Testons la fonction edit_actor. Cliquons pour ajouter un film à l'acteur. Le champ nom de l'acteur est bien pré-rempli avec la valeur attendue. Mais on peut modifier sa valeur, ce qui n'est pas souhaitable. Lorsqu'on clique pour modifier une ligne du composant film, c'est la même fonction edit_film_actor qui est appelée. Là encore, le champ nom de l'acteur est une liste de sélection dont on peut modifier la valeur, ce qui n'est pas non plus souhaitable. Actor_name non modifiable dans les films de l'acteur. Nous allons modifier la fonction edit_film_actor pour ne plus faire apparaître le champ nom de l'acteur. L'objet dialogue ayant pour nom film_actor_dialogue décrit les composants du formulaire. Supprimons le composant select qui affiche la liste déroulante permettant de changer l'acteur. Enregistrons le module. Rechargeons la page de l'application. Ouvrons la page edit_actor. Testons le bouton Ajouter du composant film. La liste déroulante nom de l'acteur a bien été enlevée. Cliquons sur une ligne de film. Là aussi, la liste déroulante nom de l'acteur a bien été enlevée.